Moi, je m'appelle Sabrina Mebarki. J'ai eu un cursus universitaire uniquement, donc bac scientifique, hein, à l'époque, c'était encore des bacs S d'ailleurs, donc ça remonte. J'ai fait un DUG mathématiques appliquées aux sciences sociales avec option économie, donc pendant 2 ans. Et puis ensuite, j'ai décidé de m'intéresser un petit peu plus à l'économie. Alors à l'époque, justement, le cursus licence-maîtrise de sciences économiques venait d'arriver à Paris 7. C'était un peu les prémices du DESS dont on va parler, enfin du master dont on va parler. Donc j'ai Donc fait vous êtes effectivement le DESS qui suivait la licence-maîtrise de sciences économiques, donc de DESS MEC qui s'appelait à l'époque, un métier des études et du conseil, me semble-t-il. En sachant pas très bien justement ce que j'allais faire. Je savais que j'aimais les sciences, j'avais entendu parler du conseil, j'avais entendu parler de pas mal de choses en marketing. Le marketing, c'était aussi quelque chose qui m'intéressait, mais on n'avait pas vraiment eu d'enseignement à proprement parler de marketing. Enfin, on avait un enseignement en licence maîtrise, en maîtrise me semble-t-il. Et j'avais trouvé ça plutôt intéressant. Je savais qu'il y avait des métiers qui existaient autour de ça. Et encore une fois, je voulais quelque chose qui me permette d'avoir le choix, d'avoir de la variété. Parce qu'il y a toute une pléthore de métiers hein, autour de la communication, du marketing, du conseil, du consulting, enfin voilà. Et je savais que c'était vers là que je voulais aller. Donc, j'ai décidé de continuer avec ce DESS. La chose aussi que je trouvais intéressante dans ce DESS, c'est qu'il y avait à l'époque un contrat d'apprentissage. Donc, ça voulait dire aussi une année d'enseignement théorique comme on le connaît en université, en DESS classique, mais aussi une année d'expérience en entreprise. Sachant que en maîtrise, on avait déjà eu à faire un stage et c'était déjà très compliqué pour trouver un stage parce que c'est toujours un peu toujours la même histoire, c'est le cercle vicieux. Pour avoir un stage, on aime bien qu'on ait déjà eu une première exposition de l'entreprise, déjà une première expérience. Mais en même temps, quand on n'en a pas, il faut la trouver aussi quelque part. Donc voilà, donc c'était un peu ça qui m'intéressait, d'avoir cette chance d'avoir une année, non seulement d'enseignement théorique, mais d'expérience en entreprise qui me permettrait d'arriver sur le marché de l'emploi avec déjà une année à vendre sur mon CV. J'ai commencé le DESS en n'ayant pas d'entreprise d'accueil, en sachant pas trop vers laquelle j'allais me tourner. Et puis, il se trouve qu'il y avait un intervenant dans le DESS, une intervenante plus particulièrement, qui s'appelle Adeline Atia, qui avait un cabinet d'études qualitatives. Et puis, c'est là que j'ai atterri, un petit peu par hasard. Et c'est comme ça que j'ai découvert les études qualitatives, puisque c'est ce que je fais jusqu'à aujourd'hui. Hein. Je suis une pure quali, comme on les appelle dans ce monde-là. Donc j'ai atterri par hasard et puis je me suis éprise un petit peu pour cette industrie, pour ce métier. J'ai découvert, donc vraiment, j'ai été jetée dans le grand bain parce que c'était une toute petite agence. Donc ça veut dire, bien souvent, dans des petites structures, il faut mettre la main à la pâte un petit peu à toutes les étapes et puis un petit peu savoir faire de tout. Donc j'ai été impliquée dans toutes les étapes du projet, d'un projet d'études qualitatives. On en parlera certainement un petit peu plus tard. Et c'est comme ça que j'ai découvert en tout cas l'expérience et le métier des études qualitatives et que j'ai continué cette aventure donc en DESS. J'ai passé 1 an à être formée dans cette entreprise, 1 an à travailler en tant que chargée d'études qualitatives junior. Et du coup, j'ai continué de travailler dans cette entreprise après avoir obtenu mon diplôme. J'ai fait mon mémoire d'ailleurs de fin d'études sur un cas d'études précis et sur mon expérience en entreprise, hein, forcément. Et du coup, j'ai continué dans cette entreprise. Au début, j'ai enchaîné plusieurs CDD. Encore une fois, c'était une petite agence. Hein, et puis très vite ensuite, j'ai pu travailler pour une autre agence. Donc j'ai passé ma carrière en agence et j'ai ensuite enchaîné pour une autre entreprise qui s'appelle Repère. Donc j'ai très vite fait des études qualitatives, mais à rayonnement international, parce que j'ai continué donc encore ensuite chez Repère, toujours en tant que chargée d'études qualitatives junior et puis senior. J'ai touché non seulement à l'international, mais au développement de nouvelles méthodologies dans les études qualitatives. Et puis, cette expérience dans l'international m'a donné envie de vivre l'international et donc de m'expatrier. Alors que j'atteignais peut-être ma troisième année d'expérience, troisième,
presque quatrième année d'expérience, donc je commençais déjà à être une jeune senior. J'ai décidé de m'expatrier à Londres, où j'ai trouvé un emploi donc, dans une autre agence d'études qualitatives, basée cette fois donc à Londres. Donc, j'ai travaillé encore pendant presque 5 ans pour cette entreprise, pour cette agence, où j'ai découvert donc, de nouvelles industries, en plus de celles que j'avais déjà comme corde à mon arc. Et puis, au bout de quelques années passées donc, dans cette agence à Londres, j'ai tourné la page et j'ai cette fois décidé de continuer l'aventure autrement, toujours dans les études qualitatives, mais cette fois à mon compte. Ça a été un peu un hasard de circonstances qui a fait que j'ai commencé à travailler en freelance. Au moment où je commence en freelance, ça fait déjà 8 années que je travaille dans cette industrie. Donc, du coup, j'ai un certain niveau de seniorité, un certain nombre de contacts qui me permettent de travailler en freelance pour différentes agences et pour certains annonceurs en direct. J'ai travaillé en freelance en ayant un pied entre Paris et Londres. Donc là, ce que j'avais à vendre comme expertise, c'était justement ma double connaissance de ces marchés, ma double culture. Ayant vécu dans les deux pays, c'est typiquement ce qu'on recherche chez un qualitativiste, c'est sa connaissance de la culture populaire, c'est sa connaissance du marché. Et c'est exactement ce que je possède aujourd'hui en ce qui concerne les marchés français, francophones de façon plus générale, parce que c'est aussi la Belgique, c'est aussi la Suisse, c'est aussi tous ces autres pays. Et puis les marchés anglo-saxons, donc l'Angleterre, mais pas que, l'Écosse, le Royaume-Uni de façon générale. Ensuite, l'expérience freelance a quand même ses limites parce que ça veut dire qu'effectivement, au bout d'un moment, on a quand même une certaine limite en termes d'initiative, de ce qu'on peut faire, d'interaction tout simplement avec d'autres, la stimulation au sein d'une équipe, etc. Du coup, j'ai décidé de revenir au salariat et de retourner en agence. Et j'ai réintégré une agence il y a 1 an maintenant, basée à Londres toujours, qui s'appelle Simpson Carpenter, où là, je découvre le challenge est un peu double. Hein. D'abord parce que j'ai eu beaucoup d'idées, que j'ai eu le temps de mûrir pendant toutes ces années en freelance, en termes de méthodologie. Puis forcément, quand on travaille pour une agence, on n'a pas vraiment toujours le choix des méthodologies, de ce qu'on peut conseiller, etc. Donc, j'ai appris de tout ça. Puis c'est des choses que j'ai aujourd'hui envie de mettre en action et du coup d'exploiter dans mon quotidien ici en agence. Et puis aussi une nouvelle industrie, parce que aujourd'hui, l'industrie principale chez Simpson Carpenter, les clients viennent de l'auto. Donc c'est une industrie que je connais. J'ai travaillé pour quelques marques, quelques grands noms de l'industrie automobile, mais ce n'est pas ma plus grande expertise. Alors qu'ici, ça le devient. Donc du coup, j'apprends aussi encore aujourd'hui beaucoup en termes de la façon de faire, et même si ça reste du quali, mais en tout cas, j'apprends beaucoup aujourd'hui de cette industrie et la façon dont on fait des études qualitatives pour des clients automobiles. On teste forcément très souvent des prototypes, des nouvelles idées. On est là pour tester des nouveaux véhicules, des idées de ce qu'on peut développer. Donc, ça veut dire des prototypes, ça veut dire toute une grosse logistique quand il concerne, pour mettre en place un terrain qualitatif. On appelle ça un car clinique parce que ça veut dire c'est un peu comme une clinique. Déjà, ça ne se passe pas dans une salle de groupe classique, ça se passe dans un entrepôt parce qu'il faut faire venir des prototypes. Ça veut aussi dire que c'est très sensible parce qu'on parle de choses qui sont très confidentielles. Forcément, un prototype, ça veut dire quelque chose qui est encore à l'état de R&D, qui sort tout fraîchement des départements de recherche et développement. Donc, c'est des choses qui sont très fragiles, c'est des choses qui vont coûter des millions à développer. Du coup, il y a beaucoup de choses qui viennent impacter cette industrie. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, même si je travaille beaucoup pour des clients automobiles, je ne fais pas que tester des filtres à huile, pour parler un peu vulgairement. Et c'est vrai pour plein d'industries. Ce qui est intéressant dans ce métier, c'est que tout est interconnecté. Moi, dans ma carrière, j'ai fait beaucoup de médias. J'ai commencé à travailler beaucoup pour... je citais France Télécom, mais il y a 10 ans, 15 ans, on était aux prémices des smartphones. Donc il s'agissait d'explorer, c'était toute une nouvelle façon. Aujourd'hui, les smartphones, ils sont complètement intégrés à nos vies et puis aujourd'hui, on les utilise de façon très instinctive, on fait tout dessus. À l'époque, c'était beaucoup moins le cas, donc ça voulait dire, même si je travaillais pour France Télécom, explorer des choses qui étaient
très loin de ce qu'on peut imaginer quand on parle d'une étude pour un opérateur téléphonique. Il s'agissait d'explorer la façon dont vivent les gens, ce qu'ils attendent, quelles sont leurs habitudes de consommation de façon générale, comment ils consomment du divertissement, comment les gens consomment tout un tas de choses, comment les gens, qu'est-ce qu'ils font pendant qu'ils se déplacent d'un point A à un point B, donc dans les transports en commun. Aujourd'hui, la question ne se pose plus, hein, on est sur son smartphone. À l'époque, il y avait vraiment un questionnement autour de ça. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, même si on travaille pour une industrie en particulier, pour un client issu d'une industrie en particulier, tout est interconnecté et on est forcément amené à parler de choses qui sont au-delà de l'industrie et qui relèvent de la culture populaire, la façon dont vivent les gens, la façon dont ils s'habillent, la façon dont ils mangent, la façon dont ils conduisent, la façon dont on consomme à peu près tout sur cette terre. La beauté de travailler en agence, c'est qu'effectivement, on touche à plein d'industries. Moi, j'ai travaillé il y a quelques mois pour du yaourt, pour le supermarché d'à côté la semaine dernière. Aujourd'hui, là, je fais quelque chose pour Volkswagen. J'ai travaillé sur une variété de sujets extrêmement larges, ce qui veut dire qu'on s'éduque. Moi, je connais pas mal de choses sur pas mal de choses que j'ai appris tout au long de ma carrière. Enfin, voilà, Et puis aussi en termes de méthodologie. Les études qualitatives, c'est quelque chose qui a 40 ans, 50 ans. En France, en plus, on est un peu les pères des études qualitatives. Donc, on a de très belles écoles de pensée qui ont poussé beaucoup d'autres pays à suivre et à se mettre à niveau. Mais c'est un peu là que c'est né quand même. En tout cas, j'aime à le penser. Et du coup, c'est les mêmes techniques qu'on utilise depuis des années, depuis des décennies. Mais forcément, aujourd'hui, il faut savoir innover. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'on le fait depuis pas mal d'années dans le monde des études qualitatives, mais plus encore. Et aujourd'hui, il y a tout un tas de choses qui se passent avec le en ligne, avec tout un tas de technologies qui naissent, qui permettent de venir enrichir la façon dont on interroge le consommateur. Aujourd'hui, typiquement, on fait des groupes en utilisant Zoom, hein, c'est devenu très classique. Mais pas que, enfin, il y a des applications comme PartyApp, qui est à la base quelque chose qui permet de se retrouver entre amis et qui peut être, pour certains clients, une façon tout à fait appropriée d'interroger des consommateurs. Donc, ça pousse à aller au-delà de ce qu'on sait faire, de ce qu'on connaît, de ce qu'on maîtrise, pour trouver encore des moyens nouveaux. Pas juste pour innover, pas juste pour faire quelque chose de nouveau, mais pour aller chercher plus loin et pour éviter de se retrouver avec des choses un peu attendues qu'on peut collecter en groupe ou en entretien individuel.